Voilà pour cette enquête approfondie et assez spectaculaire. On va en parler avec son auteur. Dans quelle mesure la spéculation peut-elle déclencher des crises, y compris politiques? Les gouvernements ont-ils raison de pointer du doigt les traders et les marchés? Vous avez entendu Barack Obama. Porte-t-il au contraire une part de responsabilité? Est-ce qu'il y a d'autres politiques agricoles possibles? Par exemple, on va évidemment poser toutes ces questions. Et puis que faire? Est-ce qu'on peut finalement parier sur les céréales, sur le soja, comme on joue avec les cours d'une monnaie ou d'une action? On va en parler avec le réalisateur donc de ce film, co-réalisateur Jean Crépu, mais aussi avec Aurélie Trouvé, qui est responsable du conseil scientifique d'Attac, donc les altermondialistes d'Attac. Vous êtes agroéconomiste. Philippe de Sertine, directeur de l'Institut des hautes finances, auteur d'En tout espoir de cause. C'est publié chez Anne Carrière. Le sénateur UMP Jean Bizet, président de la Commission des affaires européennes et auteur d'une proposition de résolution pour contrôler justement le prix de ces matières premières. Et puis Bruno Parmentier, agronome, économiste, auteur de Nourrir l'humanité et Faim zéro. C'était publié tous les deux aux éditions de la Découverte. Jean Crépu d'abord. Enquête difficile, longue. C'est pas un univers qu'on pénètre juste en passant un coup de fil et en disant j'arrive avec une caméra. Hein. Pas tout à fait, en effet. Une enquête assez longue parce que c'est un milieu, on va dire, plutôt fermé qui a pour tradition, cette corporation du grand négoce international des matières premières a pour tradition le secret. Alors, on a beaucoup fantasmé sur ce secret, mais j'ai pu constater qu'effectivement, il était difficile de pénétrer à l'intérieur de cette corporation pour voir comment elle travaille, qui en sont les acteurs. C'est plus compliqué à pénétrer, par exemple, que les banques quand il s'agit de secrets bancaires? Oui. Ah. Oui, enfin, les gens qui connaissent ces milieux, à la fois les milieux de la banque et à la fois les milieux du trading, du négoce de matières premières, vous le diront, c'est sans doute le milieu le plus fermé, oui, en effet. Plus encore que les banques. C'est pas le premier film que vous réalisez sur ce sujet. Le premier date de 2008, c'était Main basse sur le riz, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était un film qui revenait suite à la crise alimentaire de 2008, de voir comment ce prix du riz qui avait été multiplié par 6 en quelques mois, comment fonctionnait ce marché d'une céréale qui nourrit énormément de monde sur la planète. Donc ça a été le premier maillon de cette exploration. Avec le recul que vous avez donc de ces multiples enquêtes, ça s'est aggravé, ça a beaucoup changé depuis, ça s'est organisé encore un peu plus, accéléré? Je crois que c'est très difficile. Ce qui est certain, c'est que ce monde du négoce international des matières premières s'est concentré. On a maintenant une dizaine de très grands groupes qui contrôlent les marchés. Donc ce sont des groupes qui sont à la fois des producteurs, donc qui produisent des matières premières. Qui ont acheté de la terre éventuellement. Qui achètent des terres, qui produisent. Ce sont des groupes qui sont sur les marchés à terme. Et ce sont des groupes qui ont même leurs propres fonds d'investissement. Qui spéculent sur eux-mêmes. Donc ils peuvent spéculer sur ces marchés. Donc ce sont des groupes qui peuvent contrôler effectivement toute une chaîne. Et voilà, on les compte sur les doigts de la main, et ce sont des groupes extrêmement discrets qui font très peu parler d'eux. Oui, on a compris. A, B, C, D. C'est les fameux A, B, C, D, oui. Voilà. Plus Glencore, la lettre G qui est venue maintenant. Voilà, donc ce sont des groupes extrêmement puissants. Hein. Je crois que le cumulé, c'est 1200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de ces grands groupes, de ces 10 plus grands groupes de négoce. Ils contrôlent notre nourriture finalement au niveau mondial, c'est ça qu'il faut comprendre dans votre démonstration. Et s'en inquiéter d'ailleurs ou pas? Prenons garde aux caricatures. Oui. Oui, ce sont des gens qui sont présents sur les marchés, qui représentent un très gros volume. Et à partir du moment où ils sont présents tout au long de la chaîne, effectivement, ils ont un moyen de contrôler un peu ce qui se passe. Décider de mettre des stocks de... il y a cette fameuse idée des stocks cachés. Il y a des stocks cachés? Oui, je crois qu'il est difficile pour faire monter les prix, hein, de concevoir qu'on va stocker au fin fond de l'Amazonie. Il y a un personnage dans le film qui le dit, des stocks de blé. Voilà. Ça serait très difficile à stocker
parce que ça pourrait s'abîmer, etc. Puis, des stocks de riz, par exemple, aux Philippines. Oui, on a stocké massivement bien de riz. sûr. L'État, le gouvernement. Oui. Là, on constate aujourd'hui que les spéculations se font beaucoup sur des matières premières qu'on peut stocker, comme de l'aluminium, comme de l'énergie, voilà, qui est beaucoup plus facile à stocker. Là, en ce moment, il y a des grandes banques qui sont dans le collimateur des autorités de régulation aux États-Unis dans leur activité de matières premières. Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, qui sont présents sur des matières premières, sur du physique et pas uniquement sur les marchés financiers de matières premières. Les banques en partie responsables de la crise dite financière des subprimes. Oui, on les retrouve. Ouais, c'est quand même assez étonnant. Sont eux les coupables finalement? Est-ce qu'il y a un coupable dans votre film? Je crois que c'est ce qui nous intéressait avec Jean-Pierre Boris quand on a fait ce film-là, c'était surtout d'essayer de comprendre quels étaient les acteurs de ce marché, comment fonctionnait ce marché, parce qu'on emploie le mot trader. En anglais, il n'y a pas, nous on emploie le mot négociant pour les gens qui négocient du physique. Et on arrivait plus vraiment à savoir qui fait quoi. Un trader qui est derrière son ordinateur, qui ne sait pas reconnaître le café du maïs, n'est pas le négociant que nous, on a été rencontré, qui est quelqu'un qui touche encore la matière première et est capable de dire si c'est de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité. Ma grand-mère disait on joue pas avec la nourriture. Dans ce film, on joue un peu avec la nourriture. C'est l'impression que ça vous a laissé les uns et les autres? Aurélie Trouvé. Oui, tout à fait, mais je trouve que le reportage est très éclairant sur d'abord le pouvoir de ces oligopoles. En fait, on n'est pas du tout dans une concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire cette idée néolibérale comme quoi le marché pourrait nous amener au bien-être maximal. Là, on n'est pas du tout dans la concurrence pure et parfaite. On a des oligopoles vraiment avec un pouvoir de marché extraordinaire et qui sont capables du coup de capter une partie de la richesse créée de plus en plus importante. Et j'ai envie de dire, vous dites qui sont les coupables? Pour moi, les premiers, en tout cas responsables, ce sont les législateurs, c'est la puissance publique, c'est ceux qui nous représentent et qui doivent fixer des règles sur ces marchés internationaux pour qu'on n'ait pas ce type de situation. Et de toute façon, on ira avec la concentration vers une part de la richesse créée de plus en plus importante vers ces multinationales qui ont un objectif, la rentabilité maximale de leurs capitaux, mais c'est leur fonctionnement. Donc à la puissance publique ensuite de réguler ces marchés pour empêcher cette captation de la richesse qui est ponctionnée directement sur les consommateurs, sur les paysans, etc. Ce sera l'objet du débat et je ne doute pas que le sénateur Bizet trouve des réponses à vous donner tout à l'heure là-dessus. Philippe de Sertine, d'un mot avant de passer au premier extrait. Les grands méchants marchés? Non, mais un mot peut-être rapide. Je crois que c'est dans le film, on a d'ailleurs un certain nombre d'éléments qui sont de l'économie au sens propre, c'est-à-dire les gens, les fournisseurs de matières premières, des gens qui vont les retraités, etc. Donc il y a un certain nombre d'illustrations de ce qu'est l'économie en général, et pas uniquement sur les matières premières agricoles ou énergétiques. Enfin là, c'est ce qu'on mange. Hein. C'est très important. Oui, mais enfin, l'économie, vous savez, s'occupe de tout. Le coton, c'est la façon de vous habiller, etc. L'économie, c'est d'abord tout ce que les hommes consomment. Quand on spécule sur des actions, on se dit bon, c'est en l'air. Là, c'est pas en l'air. C'est le pain que je mange. En fait, c'est jamais en l'air. Vous savez, parce que toute l'économie, c'est du réel, c'est pas quelque chose de virtuel. Alors après, je crois qu'il y a vraiment un élément, et à un moment donné dans le film, je crois que c'est le professeur Chalmin qui l'évoque en disant on est une humanité de 7 milliards 200 millions d'humains aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose, quand on parle de grands groupes, de grands chiffres, c'est là la réalité. La réalité, c'est ça. Ça veut dire que, je ne sais pas, voyez, si on fait des chiffres qui doivent parler aux gens, c'est à chaque seconde du temps, vous avez 159 000 litres de pétrole qui sont consommés, 136 000 litres d'eau qui sont consommés, 21 500 kilos de blé qui sont mangés, 14 500, enfin, je pourrais continuer de riz, chaque seconde, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans des grandeurs qui sont évidemment complètement différentes de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Ça doit se gérer, et se gérer, ça veut dire derrière de l'industrie. C'est pas, on veut dire, on peut pas être amateur, on veut pas être artisan là-dedans. On est dans quelque chose de gigantesque, et peut-être quand même l'élément positif à avoir au départ, c'est de dire que nous sommes 7 milliards 200 millions, jamais dans l'histoire, les hommes, en proportion d'hommes, ont vécu aussi vieux. Jamais dans l'histoire humaine, une proportion d'hommes a été aussi riche. Alors aujourd'hui, c'est gérer cette évolution-là, cette accélération-là, le fait que
d'immenses populations accèdent au niveau de classe moyenne que nous connaissons nous depuis des décennies. Et que ça tire forcément Et sur les ça stocks. demande derrière une espèce d'industrie gigantesque qui, quand on l'évoque de cette manière, peut sembler effectivement ahurissante ou vertigineuse. Mais je crois quand même que derrière, il y a cette idée, on est 7 milliards 200 millions, on va être 11 milliards, on fait comment pour gérer ça? Il va bien falloir nourrir tout le monde. Très bien, on a les deux pôles de notre débat. On va prendre un exemple qui est issu du film de Jean Crépu, que je remercie d'avoir été avec nous. Vous soulignez notamment le jeu trouble, moi je dirais parfois dangereux, hein, d'un des géants mondiaux du négoce, le groupe Glencore. Nous sommes en 2010. La Russie connaît à l'époque une sécheresse terrible. Les récoltes de blé s'annoncent catastrophiques. Pour faire face d'abord aux besoins de la population russe, le Kremlin décide de suspendre ses exportations. En 2 jours, le prix de cette céréale augmente de 15% sur le marché international. Le groupe Glencore fait alors la une de la presse économique qui dévoile ses accointances. En 2010, elle a reconnu avoir spéculé à la hausse sur les prix du maïs et du blé dès le début de la période de sécheresse qu'a connue la Russie cette année-là. Et en même temps, Glencore a demandé publiquement à la Russie d'interdire les exportations de céréales. La Russie s'est exécutée en quelques jours, a interdit les exportations de céréales et à partir de ce moment-là, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté très brutalement de 30%, et ce qui a permis à Glencore de faire des profits considérables. Si effectivement Glencore a su, par ses antennes, par les liens que Glencore entretient avec certains oligarques proches de Poutine, s'ils ont pu être certains qu'il allait y avoir un embargo, effectivement là, on prend des positions. C'est de l'information, c'est à la limite de l'insider trading, mais on est sur un marché mondial. C'est du délit d'initié. C'est du délit d'initié, le mot est lâché. Il y a des comportements comme ça, forcément, puisque c'est un marché comme un autre. Oui, absolument. Et donc c'est un marché qui doit être... Qui est régulé d'ailleurs? Alors, qui est régulé, mais qui doit l'être... du marché des c'est-à-dire, matières oui, on doit avoir une régulation extrêmement forte. C'est-à-dire, là, lorsqu'on évoque ça, c'est très clair. Ça veut dire que vous devez avoir une répression très dure de l'entreprise et de ses dirigeants. Oui, enfin, et, alors, la vraie question, c'est de dire, est-ce qu'il y a répression, est-ce qu'il va y avoir condamnation pénale, etc. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose, fausser les marchés est quelque chose d'absolument dramatique, notamment lorsque ça a des conséquences sur l'approvisionnement des peuples. Donc là, évidemment, il doit y avoir répression, et répression extrêmement dure. Et donc là, il faut bien le dire, hein, on a évoqué le poids de ces sociétés. Ces sociétés sont des ensembles gigantesques. On doit avoir en face des États gigantesques. Un petit État ne peut rien faire. Ou des groupes d'États, il y a eu un G20 agricole, on peut imaginer, sénateur Bizet, qu'un G20 agricole se dote d'une autorité de contrôle international. Surtout, il y a l'OMC, hein, C'était précisément l'Organisation mondiale du commerce. C'était précisément l'objet du G20 agricole. Ah oui, c'était 2011. Hein. En mars-avril 2011, si vous voulez, précédant précisément le G20 agricole qui ne s'est jamais reproduit depuis. Et c'est dommage parce que cette question est fondamentale. Mais je dirais que l'Europe est en retard sur les États-Unis en la matière parce que dès 1974, les États-Unis, au travers du CFTC, Commodity Future Trading Commission, ils avaient précisément commencé à moraliser ce type de dérive. Dans quel sens? Eh bien, disons que quand il y avait des positions je dirais, extravagante, il y avait des pénalités, si vous voulez. Et puis ça a été donc également... l'Amérique fait la loi chez elle, d'une certaine manière. Il y avait été... Plus ou moins. Et cette CFTC a été confortée également par le Dodd-Frank Act il y a quelques années. C'est plutôt donc l'Europe qui est en retard en la matière. Et si bien que sur la place de Chicago, si vous voulez, on a vu que les investisseurs les plus tendancieux ont quitté Chicago pour aller précisément à Genève. Donc la balle est plutôt dans notre camp au niveau européen. Moi je suis tout à fait d'accord. Je permettrais de dire que les lois inutiles affaiblissent les nécessaires, mais là en l'occurrence, il n'y a pas suffisamment de lois, il n'y en a pas en Europe. Donc c'était là l'objectif du G20. On laisse faire, de c'est ce que 2011. vous êtes en train de me dire. On ne fait pas assez. Oui, enfin. La FAO, qui a pour mission essentielle, si vous voulez, en la matière, d'établir l'état des stocks, ne fait pas suffisamment, à mon avis, de publicité, parce que ça passe aussi par là. Il y a beaucoup de transparence et d'information qui devraient avoir lieu, parce qu'on ne pourra pas tout faire, mais ceci dit, il est important d'essayer de moraliser un minimum ce genre de choses, parce que, comme vous l'avez dit, on ne joue pas avec la nourriture. Je recherche le sigle FAO, pardonnez-moi, ça concerne Food évidemment... and Drug Organization. Voilà.
l'organisation... Food et organisation au niveau agricole. Voilà, l'organisation agricole. Merci beaucoup pour la traduction immédiate. Bruno Parmentier. Oui, alors, il faut quand même distinguer entre le fait que c'est très agaçant de voir qu'il y a des gens qui spéculent sur la nourriture. Mais de toute façon, en 2010, le prix du blé aurait augmenté. Entre 2000 et 2010, si on prend la comparaison entre la consommation de céréales dans le monde, les trois grandes céréales, le riz, le maïs et le blé, et la production, il y a eu 7 années déficitaires en céréales. Il n'y a eu que 3 années excédentaires. La réalité, c'est que l'agriculture mondiale n'arrive plus à fournir suffisamment de céréales pour la demande. Exactement. Et que donc les stocks sont relativement bas, et que maintenant on vit en permanence dans la crainte d'un incident climatique dans une zone céréalière. Or en 2010, il a fait trop chaud en Russie. Mais il y a eu des inondations au Pakistan, qui n'a pas produit non plus, et il y a eu aussi des sécheresses en Australie. Or, la part des céréales qui naviguent à travers la planète, c'est seulement 15%. Mais quand il y a une petite baisse sur ces 15%, ça dérègle tous les marchés mondiaux. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un délit d'initié, mais quoi qu'il arrive, le prix du blé aurait augmenté en 2010, et l'important, c'est de produire plus de blé sur la planète. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'on peut lier directement des crises à ce qui s'est passé en 2010? Des crises politiques? C'est une des causes quand même très importantes des révolutions arabes. Le printemps arabe, c'est directement lié à ça. Il faut se rendre compte, par exemple, que l'Égypte ne pourra jamais se nourrir. L'Égypte, c'est 82 millions de personnes sur un désert traversé par 4% des terres cultivables. Elle est obligée d'acheter, donc et donc, c'est le plus grand importateur mondial de blé. Le prix du blé a triplé, Moubarak a sauté. Mais c'est pareil finalement en Tunisie. Le Tunisie pourrait produire son couscous et son pain, mais M. Ben Ali, lui, il n'investissait pas dans l'agriculture. Bien qu'il ne soit qu'une vingtaine de millions de Tunisiens, ils importent aussi. Donc le prix du blé et du couscous a augmenté, ça n'a pas plu aux Tunisiens. Donc ça a quand même des conséquences très importantes, mais finalement, exactement comme en 1789, ce qu'il n'y avait pas en 1789 à Paris, c'est du pain. Et donc finalement, on voit bien que le Gaulois, quand il n'a pas de pain, il raccourcit son roi, et l'Arabe, quand il n'a pas de pain, il fait sauter son gouvernement. C'est quand même, depuis des siècles, quand on a faim dans une capitale, il se passe plein de choses. Oui, donc regardez les cours du blé, vous verrez la sismicité politique mondiale, d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec ça? Oui et non, mais je voudrais parler peut-être d'une cause, une cause plus profonde à mon avis, qui est celle de la dérégulation des marchés. C'est-à-dire que dans l'histoire, tous les grands pays producteurs agricoles ont toujours fait des politiques, quasiment toujours fait des politiques de stockage alimentaire et des stockages qui permettaient de stabiliser les prix. On a fait ça sur la politique agricole commune suite à la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis l'ont fait dès les années 30 au niveau fédéral, après la grande crise de 29. Et donc quand on stocke, ça permet de rabaisser les prix, et quand on de remonter les prix, quand on déstocke, de les rabaisser. Donc les grands producteurs agricoles, notamment la communauté économique européenne et les États-Unis, avaient un rôle de tampon qu'ils n'ont plus. Voilà. De stabilisation. Le problème, c'est qu'il y a une grande vague néolibérale qui est passée par là depuis le début des années 80, sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne les pays du Nord, mais aussi la Banque mondiale et le FMI en ce qui concerne les pays du Sud. On les a incités à diminuer leurs droits de douane, à liquider leur politique de stock alimentaire, donc au Nord comme au Sud. Et non, on a aujourd'hui des prix qui font ça, qui ne sont plus stabilisés. Mais les cours sont aussi volatiles qu'on le dit? Bien sûr, parce que en fait, les marchés agricoles ont des caractéristiques très particulières. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie, il y a des caractéristiques. Mais ça nous intéresse quand même. Anticipation fausse des agriculteurs, demande rigide, problème de réaction de la production. Donc tout ce qui ne correspond pas à cette fameuse concurrence pure et parfaite, et qui fait qu'on a ce qu'on appelle des marchés chaotiques. C'est le fameux modèle d'Ézéchiel qu'il avait fait, c'était le conseiller économique de Roosevelt. Il avait fait dans les années 30 ce modèle pour montrer qu'on avait justement des prix qui faisaient ça. Et du coup, Roosevelt avait mené une grande politique de stockage et de stabilisation des prix pour empêcher que les prix agricoles suivent les cours internationaux. Et la dérégulation depuis les années 80, c'est finalement une exception dans l'histoire. Vous dites clairement qu'il y a une responsabilité politique. Bien sûr, puisqu'il y a eu le choix... Ça peut jouer au niveau national de la même manière? On peut décider, sénateur en France, de stocker tout d'un coup pour à l'échelon de l'Union européenne, mais là je me tourne vers M. Bizet. Ça ne se fait plus au niveau d'un État, puisque la politique agricole commune, elle est celle aujourd'hui des 28. Donc la France ne peut pas décider toute seule de le faire, non. par exemple. Le problème, si vous voulez... Elle le fait sur l'essence, hein?
Elle le fait sur le... Oui, on mais a des stocks stratégiques, comme on dit. C'est pas une compétence qui a été déléguée, entre guillemets, à l'Union. Je comprends. Là, la politique agricole commune, si vous voulez, en matière, je dirais, de politique de régulation, a abandonné cette politique, puisque la ligne correspondant aux lignes d'intervention est réduite à son minimum. On pressent, et malheureusement on redoute, une crise laitière qui va nous arriver en début d'année 2015, et on ne voit pas comment contrer cela. Pourquoi? Parce que vous voulez dire, il y aura trop de lait? Il y aura trop de lait. Il y aura trop de lait, si vous voulez. Les cours vont s'effondrer. Ils sont aujourd'hui à 365, 370 euros la tonne. On nous annonce à peu près 300 euros la tonne. Donc on aura à nouveau des producteurs laitiers qui vont déverser Absolument. du lait dans les champs. Et la crise sera beaucoup plus dramatique qu'en 2009, pour la bonne et unique raison, c'est que les charges ont terriblement augmenté. Or, je me bats déjà depuis 3 mois pour essayer de contrer cela, puisqu'on sait que ça va arriver. Et il n'y a plus de politique de régulation et d'intervention au niveau européen. J'essaie de dialoguer avec nos amis allemands parce que si on veut faire évoluer les choses, c'est qu'au travers du couple franco-allemand. Bon. Et nos amis allemands sont dans une logique beaucoup plus libérale que nous. Nous, Français, nous cherchons de l'argent à Bruxelles et les Allemands, eux, ils cherchent des marchés de substitution, quitte par rapport à on va chercher des subventions quand les Allemands cherchent des marchés. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au bout de la logique de la PAC. Il faut repenser la PAC. Parce que quand vous regardez cela au travers du prisme de ce que font les Américains au travers du Farm Bill, eux, ils sont dans une logique de production, avec une garantie revenu des agriculteurs, des farmers américains, par le biais de subventions de l'USDA, alors que nous sommes dans une logique de vertueuse adaptation de l'offre et de la demande. Et l'agriculture, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, eh bien, est dans une logique plutôt industrielle, en flux tendu. Mais la production agroalimentaire dépend d'un certain nombre d'aléas. On ne peut pas la copier à la politique industrielle. Je vais vous donner la parole, Bruno Parmentier, mais je voudrais qu'on passe par la case Maison-Blanche, parce que les politiques, et en particulier Barack Obama en 2011, ont clairement rejeté la responsabilité à l'époque sur les marchés et sur ce qu'il appelle les spéculateurs. Visiblement, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup impressionné les traders. We can't afford a situation where speculators artificially manipulate markets by buying up oil, creating the perception of a shortage, and driving prices higher, only to flip the oil for a quick profit. We can't afford a situation where some speculators can reap millions while millions of American families get the short end of the stick. Tout cela n'est qu'un écran de fumée. Quand on nous dit qu'une force démoniaque régit le marché et nuit aux consommateurs, c'est de la foutaise. Laissez le marché libre, que les marchés libres puissent faire du commerce, que le gouvernement et les régulateurs restent hors de ce système. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas participer au marché parce qu'ils se croient désavantagés, pas de problème, qu'ils aillent trouver un autre marché qui leur semblera plus juste. Mais pas question de dicter qui peut ou ne peut pas faire du commerce. Des marchés libres pour des hommes libres. Non merci. Oui, le Suisse Jean Ziegler dit que c'est une politique de destruction massive, parce qu'on assiste à une financiarisation de l'alimentation. Je vous donne juste un chiffre. Il s'échange au niveau mondial sur les marchés financiers 46 fois la production annuelle de blé, 24 fois la production annuelle de maïs. On échange finalement du virtuel. C'est le principe des marchés d'ailleurs. Non, vous avez différents échanges là, entre l'échange réel et l'échange de produits dérivés qui sont évoqués, qui sont des produits d'assurance. Non, mais je crois que par rapport à ce que nous disions, ce qui est évident, c'est que nous sommes aujourd'hui à une ère de grandes structures. Ce sont des très grandes structures. Tout ça détruit. Oui, mais non, pas forcément. Mais l'un des vraies questions que nous devons nous poser, c'est que vous vous en êtes rendu compte dans le reportage, etc. On parle du marché de Chicago, on parle du marché de Londres, on parle de Genève, on parle de l'Asie, on ne parle jamais de l'Europe. Nous avons un vrai problème, si vous me permettez d'exclure, si vous me permettez d'exclure, et d'ailleurs Genève et Londres, d'une certaine façon, de l'Europe telle qu'on l'envisage aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un vrai problème, c'est que les grands groupes, les grandes structures financières qui sont sur ces marchés ne sont pas des structures européennes. Donc nous pouvons avoir un certain nombre de philosophies d'approche. Aujourd'hui, nous sommes impuissants par rapport à cela. Trop souvent d'ailleurs parce que nous nions le mode de fonctionnement et que par exemple, nous avons laissé échapper un certain nombre de marchés qui pourraient très bien être en partie centrés sur l'Europe et donc régulés par les Européens. Par exemple, les marchés du blé, du maïs, des matières premières agricoles, par exemple le marché du pétrole qui se passe à Londres. Pourquoi? Ce sont les anglo-saxons, des groupes anglo-saxons, et là évidemment
le président Obama est bienvenu à dire qu'il y a des problèmes avec les grandes structures. Leur nationalité, c'est quoi? Ce sont principalement des structures américaines. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, nous Européens, une vraie question à poser, c'est de dire, on peut déplorer, on peut regretter, c'est quoi la manière d'être un acteur sur ces marchés? Un acteur sur ces marchés, c'est peser du poids et c'est organiser nous-mêmes un certain nombre d'éléments. Si nous les organisons, là nous pouvons réguler, là nous pouvons légiférer. Sinon, on gesticule. Et grosso modo, c'est un peu la situation. Le Sénat, il est formidable et je suis très content d'entendre tout ça aujourd'hui. J'ai noté qu'il y avait eu un G20 agricole en 2011 et qu'il n'y en a pas eu depuis. Et qui s'est arrêté. Donc on est quand même dans laissons faire aujourd'hui, non, Bruno Parmentier? Oui, on a oublié quand même les leçons de l'histoire. Tous les grands empires se sont basés avec une régulation de la nourriture. Les empereurs chinois régulaient en permanence le riz. Les pharaons... C'est-à-dire en rationnant? Non, mais c'est-à-dire, ils ont tous compris qu'il faut manger tous les jours. Donc, quoi qu'il arrive, on a besoin de nourriture. Mais quand on sème son blé, on ne sait pas du tout combien on va en récolter. Ça dépend du temps qu'il fait, du gel, etc., etc. Et donc, si on ne régule pas en gardant des stocks des années de vaches grasses pour les garder les années de vaches maigres, il y a une année sur deux où, effectivement, la nourriture devient très très chère. Il suffit de voir, au mois de janvier, de temps en temps, il y a un coup de gel. Même en France, on manque de poireaux. Et immédiatement, le cours du poireau double ou triple. C'est très sensible, ces choses-là. Et puis, une année sur deux, il y a au contraire trop, et puis les paysans se cassent la figure, mais on le voit tous les ans au mois d'août, quand il y a le cajot de pêche de trop qui arrive depuis l'Espagne, toutes les pêches se cassent la figure. Donc ça nécessite absolument une régulation si on veut manger en permanence. Or la mode maintenant est à dire, mais non, les marchés vont faire ça très bien. Mais il faut se rendre compte que, donc par exemple, si on a une pénurie de chaussettes dans le monde, c'est pas grave. Pendant trois mois, il n'y a pas de chaussettes. On a tous des chaussettes dans nos placards. S'il y a une pénurie de blé et qu'il y a des boulangeries qui disent il n'y a plus de farine, il n'y a plus de blé, ça fait l'ouverture du 20h, c'est des émeutes de la faim. Donc la nourriture, ça doit être traité un peu à part de tout le reste à cause de cette énorme sensibilité aux variations énormes de cours. Une exception alimentaire, d'une certaine manière. Ça m'amène deux réflexions, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, monsieur, c'est que il faut réinvestir sur l'agriculture et revenir à des fondamentaux. On a eu trop tendance à oublier cette donne fondamentale qu'est la donne agricole. Et la deuxième chose... Oui, mais on a dit, pardonnez-moi, on a dit il y a de moins en moins d'agriculteurs en France, et je crois que c'est 3% de la population. On sait qu'ils sont très importants, évidemment, mais... On se dit, c'est pas là que ça se joue, c'est sur l'industrie. On voit bien le gouvernement aujourd'hui. On a fait fi pendant un certain nombre d'années, on a fait fi de la compétitivité et de la productivité en agriculture. Bon, parce qu'on a mis la donne environnementale en avant. Il est très important de pouvoir protéger l'environnement parce qu'on ne produit pas à terme des biens agricoles au mépris de l'environnement. Mais il y a un deuxième point, si vous voulez, sur lequel la politique au niveau européen devrait se modifier, c'est en matière de concurrence. On a trop mis l'accent sur le consommateur depuis 1957, depuis le traité de Rome. Et on a oublié le producteur. Aujourd'hui, la donne agroalimentaire, la donne agricole fait que, il y a de plus en plus de difficultés à permettre aux producteurs, aux agriculteurs français et européens de vivre et de survivre. Donc il faut remettre de l'argent dans l'agriculture. Non, il ne faut pas remettre de l'argent dans l'agriculture. De l'investissement. Il faut remettre de l'investissement. Vous préférez que je le dise comme ça. Voilà, je préfère. Moi, je ne suis pas pour ce qu'on appelle les DPU, droit de paiement unique, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Les subventions aux agriculteurs. D'accord, pas pour les subventions. Non. Mais vous êtes pour favoriser l'investissement dans les structures agricoles. Vous êtes d'accord avec ça, Aurélie Trouvé? Il est là le problème? Oui, l'agriculture manque d'argent. Deux choses, oui. Alors sur l'agriculture qui manque d'argent, je pense que c'est à nuancer. Quand les céréaliers recevaient ce qu'ils recevaient en 2012, alors que les prix étaient extrêmement élevés et ils ont gagné en Ile-de-France en moyenne 100 000 euros dans l'année, alors que les éleveurs gagnaient 15 000 euros. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un énorme problème. Donc je dirais il y a un problème de distribution des aides, mais moi plus que ça, je pense, et c'est là que je vous rejoins tout à fait, c'est que je pense qu'il faut distribuer des vraies aides aux revenus, donc en fonction de la variation des prix, si on ne stabilise pas les prix. Et la deuxième chose sur le réinvestissement, je pense, et ça c'est même la Banque mondiale on a tiré les conséquences, qu'il faut réinvestir surtout dans l'agriculture des pays du Sud et qu'eux-mêmes soient capables de restaurer leur capacité alimentaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après la flambée des prix? Ils ont été obligés, comme ils sont maintenant dans une dépendance alimentaire, on les a mis dans cette dépendance, ils ont été obligés d'aller sur les marchés internationaux. Pourquoi on les a mis dans cette dépendance? Parce que les politiques des plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale, du FMI, qui ont levé les droits de douane à partir des années 80, qui a
ont démantelé leur propre politique agricole et qui les ont fragilisés à ce moment-là. Et donc on a, nous aussi, une dette, je pense, envers eux, et qu'il faut, et la Banque mondiale le dit elle-même, hein, il faut les aider à réinvestir dans leur agriculture, pas avec des OGM, des biotechnologies, etc. Il suffit de voir que la très grande majorité des paysans dans le monde n'ont même pas un attelage. Ils ont un outil manuel, ils ont 500 à 1000 fois moins de productivité du travail que notre agriculteur moderne dans l'Union européenne. Ça peut être le rôle des marchés, ça, Philippe de Sertine d'investir, parce qu'après tout, ça sert aussi à ça au départ, les marchés. Ça sert à trouver de l'argent. Non, mais ça fait aucun doute. Mais je crois que le raisonnement, à mon avis, est dangereux de dire on doit, on va dire, différencier les zones. Je crois que nous avons une humanité qui a un besoin donné, un besoin qui connaît des fluctuations, enfin, ou plus exactement des ressources qui connaissent des fluctuations pour répondre à ce besoin, et que ça, il faut le traiter. Alors, ce qu'on a évoqué sur le problème des grands groupes et des structures financières qui gèrent tout ça, la régulation et le contrôle réel et la répression éventuellement, et ça fait aucun doute. Et ce sont des éléments sur lesquels aujourd'hui nous avons des manques. Et je le répète, nous Européens, nous avons un rôle à jouer parce que nous sommes de grands producteurs et de très bons législateurs. Donc on doit absolument arriver à faire quelque chose. On adore faire des lois. On a plus de mal à les appliquer généralement. Mais oui, justement, on n'en fait peut-être pas assez là à ce niveau-là, et on aurait intérêt à reprendre un certain nombre de choses de ce point de vue. Ensuite, l'investissement nécessaire. L'investissement, est-ce qu'il suppose qu'il y ait fragmentation? Ou est-ce qu'il suppose qu'il y ait rassemblement? Moi, je pense que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est la grande exploitation? Est-ce que c'est le tout petit exploitant? On dit, est-ce qu'on fait comme les Allemands qui ont de grandes fermes, ou comme les Français qui ont soit des grandes fermes, soit des toutes petites fermes? Je le répète, je pense que notre problème, c'est 7 milliards, 11 milliards d'individus. C'est ça notre idée. C'est ça l'idée que nous devons avoir en tant qu'être humain, en tant que dire, nous avons à gérer une planète pour la redonner aux générations suivantes, c'est-à-dire pas la détruire quand on l'utilise, et même plutôt l'optimiser, et en revanche arriver à nourrir et abreuver en eau potable toute la population du globe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir une vraie réflexion d'investissement, une vraie réflexion de moyens. Aujourd'hui, clairement, on peut investir bien plus dans l'agriculture. On peut même penser que l'agriculture est l'un des 4 plus grands défis qui attend le monde de demain. Ça veut dire de l'investissement dans les technologies. Je suis désolé, c'est un investissement de profit très important les années qui viennent. C'est ce que vous dites, c'est le moteur. Aussi. Et d'emploi d'ailleurs également. On part d'un documentaire remarquable sur le marché des matières premières. On arrive à l'idée que finalement le fond du problème, il n'est pas là. Bruno Parmentier. Le fond du problème. Finalement, les spéculateurs viennent que profiter d'une situation qu'on ne gère pas, qu'on ne régule pas. Voilà ce que vous me dites depuis le début. On est dans une situation qu'on voit maintenant très tendue. On ne produit pas assez. Mais il faut produire beaucoup plus. Il faut arriver à augmenter de 70% la production agricole mondiale dans les 40 années qui viennent. Alors ça dépend où. Pas forcément, pas en France. En France, on mange déjà, on fait plus d'enfants. Mais c'est énorme. En Afrique, il faut tripler. En Afrique, il faut tripler. La population africaine va doubler. Donc il faut au moins doubler. Et il y a déjà 50% des Africains qui ne mangent pas à leur faim. Donc en Afrique, il faut tripler. En Asie, il faut doubler. Et donc, en plus, on est devant un tournant de l'agriculture, parce que l'agriculture moderne qu'on sait faire, ça consiste à prendre énormément de ressources de la planète pour se faire beaucoup à manger. C'est-à-dire produire plus avec plus, et pas toujours mieux. Or, maintenant, on arrive au bout des ressources de la planète, donc il faut apprendre à produire plus avec moins et mieux. Et donc, cette révolution agricole qui a permis d'augmenter dans un certain nombre de pays, mais qui a laissé en arrière, par exemple, toute l'agriculture dans les pays de l'Est ou bien toute l'agriculture en Afrique, donc il y a encore beaucoup de réserves de productivité, c'est pas le modèle qu'on peut donner dans ces pays-là. Il faut maintenant intensifier les processus écologiques, comme avant on intensifiait les processus chimiques, l'agroécologie, on va dire. Et ça, d'un côté, c'est un vrai espoir. En Afrique, on peut tripler la productivité parce qu'elle est encore très faible, mais les ressources de la nature sont très fortes. Et dans nos pays, on peut produire autant, mais avec beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides, etc. Beaucoup plus de saisissement réel et efficace des forces de la nature. J'aime le monde que vous me décrivez. Il y a des pistes formidablement vertueuses dans ce que vous décrivez. Je doute qu'elles se passent de manière aussi vertueuse que ça. Mais ça nécessite de très gros investissements intellectuels et financiers. Donc une volonté politique. Mais vraiment pour rebondir, mais il faut dire aux jeunes générations que quand on dit ça, il ne faut pas être épouvanté. C'est faisable. Rien qu'avec la connaissance scientifique actuelle, c'est faisable. Ça suppose simplement qu'on investisse massivement. Tout espoir de cause, c'est votre livre, hein, je le rappelle. Chez Anne Carrière, donc on sent bien dans votre discours que vous êtes passé dans le côté lumineux de la force. Hein. Aurélie Trouvé, il faudrait dire aussi qu'il existe quand même, puisqu'on est dans l'espoir aussi, beaucoup d'alternatives qui se développent. Hein. D'abord, bon, moi je pense qu'il y a
Il faut vraiment soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire, parce qu'on a aujourd'hui une concentration faramineuse du secteur agroalimentaire en Europe et en France y compris, hein, et que moi je les vois par exemple dans une filière comme les poisses, en 10 ans, on avait 3 petites PME qui sont maintenant aujourd'hui aux mains de 3 gros groupes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour aider ces PME? Et là on va sur le plan de la fiscalité, de politique beaucoup plus générale, et évidemment on a toutes les alternatives aussi par le biais des coopératives locales, des AMAP, des associations de maintien d'agriculture paysanne, le bio, etc., qui essayent en partie de court-circuiter ces multinationales et qui sont créatrices d'emplois. Et je pense que ces alternatives, même si ça reste pour l'instant une niche, il faut pouvoir vraiment les développer pour que justement ça ne reste pas une niche. J'entends des téléspectateurs qui sont en train de se dire ça c'est très très joli, mais c'est pas avec ça qu'on va nourrir l'humanité. C'est pas avec des petites exploitations bio ou des très vertueuses, hein, et qu'on peut parfaitement défendre, qu'on va relever le défi que signalait tout à l'heure Bruno Parmentier. Pour le coup, je pense que le bio, il y a un débat dessus, c'est en tout cas un idéal, je pense, hein, mais que plus globalement, on peut parler d'agriculture paysanne, familiale. Moi, je suis persuadée qu'un paysan, quand il détient son outil de production, est bien plus productif, engagé, innovant que quand son outil de production appartient à d'autres et quand on passe à une agriculture capitaliste, ce qui est le cas. Pour l'instant, en France, ça reste marginal. On a le cas de la ferme des 1000 vaches, mais ça reste un cas marginal. Mais ce qui est le cas dans beaucoup d'autres régions du monde. Et si on continue cette mise en concurrence effrénée des systèmes de production, oui, on ira vers cette agriculture capitaliste qui, de mon point de vue, y compris du point de vue de l'efficacité économique, n'est pas une bonne chose. Et je voudrais revenir sur un dernier point, parce qu'on en a peu parlé. D'un mot, parce que je voudrais vous montrer une séquence, oui. Voilà, mais d'un mot, c'est quand même sur la question des spéculations financières. On en a peu parlé, et je pense que c'est un réel danger. On a aujourd'hui une dérégulation sur les marchés financiers. Et on a eu un afflux depuis les débuts des années 2000, c'est dit hein, dans le documentaire, on a eu un afflux des spéculateurs financiers qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ces prix sur les marchés à terme ne suivent plus des logiques réelles d'offre et de demande, mais des spéculations purement financières, des crashs du coup et des bulles financières, et qui en plus agissent sur les prix réels. Et c'est ça un vrai problème, hein. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008 avec la flambée des prix. Ça, il faut absolument que le législateur agisse. Il n'a pas agi dans le cadre de la réforme bancaire, à mon avis, pas du tout assez, alors que du côté des États-Unis, alors en France on a été très faible et au niveau de l'Union européenne très faible, alors que du côté des États-Unis il y a une réelle action avec le Dodd-Frank Act, même si elle n'est pas suffisante, elle est déjà supérieure à l'Union européenne. On a beaucoup parlé anglais pendant cette émission, vous aviez intérêt à avoir un dictionnaire. Le Dodd-Frank. Ah pardon, alors Dodd-Frank Act c'est la réforme bancaire des États-Unis qui a eu lieu il y a quelques années, et on a une réforme bancaire française avec François Hollande qui devait être le grand ennemi de la finance, qui était en fait une réforme au rabais et qui n'a absolument pas permis de contrer ces marchés à terme, alors que derrière, eh bien, on a tout fait, en tout cas au niveau ONG, pour que ce soit le cas. Mais bon, là, je me tourne vers le législateur. Y a-t-il un espoir d'aller un peu plus loin dans cette... Espoir de sauver M. Hollande. Non, c'est pas ça. Espoir, ça, c'est le sénateur UMP qui vous répond, de revenir sur une régulation plus forte de ces marchés financiers, en tout cas sur les produits dérivés et agricoles. Je suis assez sensible, si vous voulez, à la politique américaine au travers du Farm Bill, qui effectivement institutionnalise en quelque sorte la garantie revenu des agriculteurs. Je trouve ça les revenus des agriculteurs sont garantis aux États-Unis. Oui, si vous voulez. Et c'est assez séduisant parce que... On aurait moins de manifs de la FNSEA en France, effectivement, si les revenus... Il y en a eu quelques-unes récemment encore. Et le gouvernement américain, en fait, dépense beaucoup moins d'argent intrinsèquement que l'Union européenne, avec des résultats beaucoup plus intéressants. Et si vous remettez tout cela en perspective avec le futur traité transatlantique qui est en cours de négociation, eh bien, on voit une Europe qui n'a pas pris véritablement la dimension de la donne agricole, qui est dans une adaptation offre et demande, donc une attitude vertueuse, mais un peu sclérosante, alors que les États-Unis, anticipant la demande alimentaire mondiale, sont dans une logique de production, et quand les prix ne sont pas tirés par le marché, eh bien, il y a le revenu agricole. Un revenu agricole qui est assuré aux alentours de 80%. Et quand le prix est tiré par le marché,
le producteur américain, le farmer, gagne davantage. Donc, moi, je voudrais, je suis en train de dénoncer, on est en train de faire un prochain rapport au niveau de la Commission des affaires européennes du Sénat, que la clause de revoyure prévue par le Parlement européen et le Conseil et la Commission en 2016 dépasse le cadre purement budgétaire, parce que le temps économique parce qu'il y a urgence, c'est ça va que vous êtes en train de beaucoup dire. plus vite que le temps politique. J'entends. Je voudrais vous remontrer, c'est drôle parce que la machine, d'une certaine manière, s'est emballée, c'est un peu ce que vous me décrivez. Elle n'arrive plus à produire ce qu'il faudrait pour nourrir l'humanité, c'est ce que vous me dites depuis le début. Et on est dans le film qu'on voyait tout à l'heure avec un modèle, peut-être un modèle ancien, très sympathique d'ailleurs, du gentil marchand face au méchant trader, le gentil marchand qui connaît son métier. Vous savez, c'est le El Gringo de la publicité pour une grande marque de café français. On le voyait tout à l'heure dans le film. Du bail à laver 2,99, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au Brésil. Hein. Maintenant, je peux t'envoyer un échantillon parce que j'en ai, je crois qu'ils sont arrivés déjà. Le Maragot, oui, exactement. Liquide en barre, MS. Du non, quoi. Hein. Pas du machin, tu vois. Pas du truc de Mickey. Hein. Petit poil vieux. Hein. Notre métier, c'est avant tout d'être des gens de produits. On connaît le café, on essaie de le faire valoir, on essaie de le promouvoir, on essaie de le commenter, on essaie de conseiller le client sur les qualités, sur les mélanges, etc. On est vraiment des gens du produit. Ouais, le produit, donc il reste des marchands à l'ancienne d'une certaine manière, ou ils vont disparaître? Non, mais je crois que ça, c'est vraiment deux choses différentes en réalité. Vous avez quelqu'un qui connaît vraiment le produit, parce que le produit, à la fin, quand même, il faut toujours le dire, il est consommé, bien entendu. Donc on n'en fait pas des pastilles. C'est vraiment quelque chose qui va, on va dire, rencontrer les clients et le palais des gens. Et donc on va avoir des gens qui connaissent exactement comme on l'a dans le vin, comme on peut l'avoir là sur les qualités de coton, etc. Vous avez des gens qui sont après, derrière. Le gringo n'est pas mort. Bah oui, non, bien sûr, mais heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que on a ces questions d'approvisionnement massif, et puis après on a la façon dont ça arrive à la population. C'est quand même toujours, évidemment, vous avez des gens derrière. Il y a toujours eu des bulles spéculatives. Alors, j'ai souvenir d'un cours d'économie où on parlait de la bulle, du bulbe de tulipe, c'est ça? Oui, bien sûr. Le premier vrai crack, on va dire, boursier, est lié à la culture de la tulipe en Hollande, donc, et date du XVIIIe siècle. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps, qu'on rencontre, en tout cas, depuis longtemps, dès lors que les marchés sont un peu internationaux. Mais attendez, j'ai fait des recherches. On est en 1637. À l'époque, un bulbe de tulipe, vous voyez, d'accord, vous le plantez dans votre jardin, donc c'est voilà, se négociait pour un montant égal à 10 fois le salaire annuel d'un artisan de l'époque. Donc les folies auxquelles on assiste aujourd'hui, si j'ose dire, elles ont 4 siècles. Si je peux me permettre, ça n'avait rien à voir, c'est-à-dire que même d'ailleurs, il y a 10 ou 20 ans, sur ces fameux marchés à terme, qui sont en fait des marchés qui permettaient d'assurer les producteurs et les vendeurs et les acheteurs de produits agricoles physiques. Donc c'était pour s'assurer contre un risque commercial. Ces fameux marchés à terme, ils existent depuis le 19e siècle. Donc là, c'est encore autre chose là-dessus. Ils existent depuis le 19e siècle, en gros, avec la bourse de Chicago, voilà. Mais il y avait essentiellement des vendeurs et acheteurs de produits physiques, comme El Gringo, là, voilà. D'accord ? On lui a trouvé le surnom, ça voilà. Va rester. Donc essentiellement physique. Donc c'était des gens qui prenaient des décisions en fonction de vraies anticipations sur les marchés physiques, parce qu'ils connaissaient ces marchés. Ce qui s'est passé depuis le début des années 2000, c'est une dérégulation qui vient des marchés financiers dans les années 90-2000, aux États-Unis en particulier, mais aussi en Europe. Il y a eu en plus des bulles sur d'autres marchés financiers, et donc du coup il y a un afflux de spéculateurs. Et on est passé sur ces marchés à terme agricoles d'un quart de spéculateurs, de purs spéculateurs financiers, à 3/4 voire 90% des transactions aujourd'hui qui sont effectuées par ces purs spéculateurs financiers. Et donc on a des marchés qui n'ont plus rien à voir à ce qui se passe sur les marchés physiques. Mais le problème, c'est que vous dites ces deux choses différentes. Mais le problème, c'est que les prix sur les marchés à terme, et ça a été avoué, y compris par la Commission européenne et les institutions internationales, agissent sur les marchés réels et physiques. Et c'est bien ça le problème. Je vous laisse là-dessus. Je crois que vous avez les éléments de réflexion chez vous. Merci d'avoir participé tous les quatre et merci à Jean Crépu pour son documentaire. Vous pouvez continuer à laisser vos messages évidemment sur le mail de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran. La semaine prochaine, Claire Bassac s'attaque à un monument. On va parler de Che Guevara. Il n'aurait pas bien aimé ce qu'on a décrit pendant cette émission. Vous verrez que l'icône, le mythe a été largement construit par ceux qui lui ont survécu. À très vite sur Public Sénat.